Imaginez la scène. Une aire de jeu bondée au cœur de Tokyo. Un petit garçon de 3 ans, plein d'énergie, court sur le gravier, trébuche et tombe en avant. Son genou heurte les pierres pointues et une éraflure rouge vif commence à apparaître. Aux États-Unis ou en Europe, un parent allaiterait probablement, se précipiterait et prendrait l'enfant dans ses bras avant même que la première larme ne coule. Mais ici, la mère fait quelque chose qui semble presque froid aux yeux occidentaux. Elle reste parfaitement immobile, à 3 mètres. Ses mains restent le long de son corps. Elle n'appelle pas, elle ne panique pas. Elle se contente de regarder. Pourquoi la culture japonaise considère-t-elle cet abandon comme la plus haute forme d'amour ? Est-il possible que notre instinct de secourir nos enfants soit en fait ce qui les empêche de devenir des adultes résilients ? Nous confondons souvent le mimamoru avec de la négligence, mais ce qui semble passif en surface est une stratégie psychologique profondément calculée. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. En intervenant trop tôt, nous ne faisons pas que les sauver d'une éraflure. Nous reconfigurons accidentellement leur cerveau pour qu'ils restent impuissants. C'est le secret des enfants les plus calmes du monde, et l'incompréhension commence par ce moment de silence sur l'aire de jeu. L'hésitation que nous ressentons en voyant un enfant en difficulté n'est pas seulement un choix personnel. C'est un sous-produit culturel de ce que les psychologues appellent le parentage hélicoptère. Dans de nombreuses sociétés modernes, nous avons été conditionnés à croire qu'un bon parent est celui qui prévient toute douleur, supprime chaque obstacle et aplanit chaque chemin. Nous nous précipitons pour régler les disputes pour un jouet ou pour soulever un enfant dès qu'il trébuche, craignant que toute détresse n'entraîne un traumatisme ou un manque d'estime de soi. Cependant, la science du développement suggère que nous pourrions obtenir l'exact opposé. Lorsque nous intervenons prématurément, nous perturbons un processus neurologique critique connu sous le nom de autorégulation. La recherche sur les fonctions exécutives montre que le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la résolution de problèmes et du contrôle émotionnel, ne se renforce que lorsqu'il est contraint de gérer un stress modéré. En sauvant nos enfants, nous privons essentiellement leur cerveau des défis mêmes dont ils ont besoin pour devenir résilients. Mais c'est ici que l'incompréhension commence. La plupart des gens pensent que la mère japonaise est passive ou indifférente. En réalité, elle pratique une forme de prévention de haut niveau. Des études comparant les écoles maternelles japonaises et occidentales, comme celle menée par le chercheur Joseph Tobin, révèlent un contraste saisissant. Alors que les éducateurs occidentaux privilégient souvent la résolution des conflits dirigés par des adultes, les éducateurs japonais se retirent intentionnellement. Ils comprennent que la lutte productive n'est pas une anomalie du système, c'est le système lui-même. Cela nous amène à une question plus profonde. Si le but n'est pas d'empêcher la chute, que cherchent exactement les parents japonais pendant qu'ils se tiennent là en silence ? La réponse réside dans un concept qui redéfinit le sens même de la protection. Pour comprendre pourquoi un parent japonais reste immobile lorsque son enfant tombe, nous devons décoder le mot mimamoru. Il est composé de 2 kanjis, mi, jian, signifiant regarder ou observer, et mamoru, shoru, signifiant protéger ou garder. Contrairement au concept occidental de surveillance, qui implique souvent une gotovnosti à intervenir, le mimamoru est le choix actif de regarder en attendant. C'est un état de présence en alerte, où l'adulte est pleinement engagé dans la lutte de l'enfant, mais retient intentionnellement son aide. Ce n'est pas de la paresse. C'est un cadeau psychologique profond. D'un point de vue développemental, cette pratique facilite ce que les éducateurs appellent la lutte productive. Lorsqu'un jeune enfant essaie de grimper sur une structure de jeu et échoue, son cerveau s'active selon un schéma spécifique. Si un parent le soulève immédiatement jusqu'en haut, ce circuit neuronal, celui responsable du raisonnement spatial et de la persévérance, s'arrête. Cependant, lorsqu'un parent pratique le mimamoru, il permet au cerveau de l'enfant de rester dans la zone d'effort. C'est là que la myéline est formée, la couche isolante autour des nerfs qui permet aux signaux de voyager plus rapidement. En regardant au lieu de se courir, le parent permet littéralement au cerveau de l'enfant de se câbler pour la compétence. Mais c'est là que réside la tension. En tant que parent, chaque fibre de votre être veut arrêter la lutte. Nous nous demandons souvent, suis-je un mauvais parent en les laissant pleurer de frustration ? Dans le contexte japonais, la réponse est non. Ils croient que si vous volez la lutte, vous volez la croissance.
Cela crée un contraste fascinant avec la culture occidentale du « la sécurité d'abord ». Alors que nous nous concentrons sur la sécurité physique en rembourrant chaque coin, les Japonais se concentrent sur la sécurité psychologique, la conviction interne que « je peux gérer cette situation moi-même ». Mais cela signifie-t-il que le parent est indifférent à la douleur de l'enfant? Pas du tout. La partie mamoru, protégée, du mot, signifie que le parent est le filet de sécurité, prêt à intervenir seulement si le danger devient improductif ou potentiellement mortel. Il recherche le moment où l'enfant cherche du réconfort en regardant en arrière, pas le moment où l'enfant échoue. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Le Mimamoru ne concerne pas seulement les chutes physiques, c'est le fondement de la façon dont les enfants japonais gèrent les conflits sociaux sans interférence adulte. Et c'est là que la stratégie passe de l'ère de jeu au monde complexe des relations humaines. Si le Mimamoru sur l'ère de jeu semble difficile, son application dans les conflits sociaux est ce qui commence vraiment à rendre la plupart des observateurs occidentaux mal à l'aise. Dans de nombreuses écoles maternelles japonaises, il est courant de voir 2 enfants de 4 ans tirer violemment sur le même camion jouet. Dans une salle de classe typique aux États-Unis ou au Royaume-Uni, un enseignant interviendrait probablement en quelques secondes, arbitrant la dispute avec des phrases comme « nous devons partager » ou « utilisons un minuteur ». Mais au Japon, l'enseignant reste souvent en retrait, observant la lutte se dérouler sans dire un mot. Ce n'est pas un manque de supervision, c'est un choix pédagogique délibéré basé sur la conviction que les compétences sociales ne peuvent pas être enseignées, elles doivent être découvertes. La logique ici est enracinée dans la psychologie du développement. Lorsqu'un adulte règle une dispute, les enfants apprennent à obéir à l'autorité, mais ils n'apprennent pas à négocier. En retenant la solution, l'éducateur japonais force les enfants à expérimenter l'inconfort brut du conflit. Ils doivent se regarder, ressentir la frustration et finalement trouver un moyen de résoudre la tension pour pouvoir continuer à jouer. C'est ce que les chercheurs appellent la compétence en résolution de problèmes sociaux. Si l'enseignant fournit toujours la réponse, le cerveau de l'enfant n'a jamais à développer les muscles sociaux nécessaires pour faire preuve d'empathie ou de compromis. Mais voici la partie à laquelle la plupart des adultes ne s'arrêtent jamais de penser. Le but n'est pas seulement d'arrêter les bagarres, c'est de construire l'autorégulation. Lorsqu'un enfant est autorisé à naviguer un conflit jusqu'à sa conclusion, il expérimente un arc émotionnel naturel, de la colère à la négociation, puis à la résolution. Ce processus les aide à comprendre que le conflit n'est pas une catastrophe, mais une partie gérable de la vie. Ils apprennent qu'ils n'ont pas besoin d'un juge extérieur pour s'en sortir. Mais voici ce qui semble doux en surface mais fait quelque chose de beaucoup plus profond. En n'intervenant pas, l'adulte communique un niveau de confiance profond dans la capacité innée de l'enfant à être une bonne personne. Cela conduit à un résultat surprenant. Les classes japonaises ont souvent des ratios élèves-enseignants plus élevés que les classes occidentales, pourtant elles sont significativement plus calmes. Pourquoi ? Parce que les enfants ont reçu le laboratoire de leurs propres erreurs pour comprendre comment vivre ensemble. Cependant, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il lorsque la lutte se transforme d'un jouet en une crise émotionnelle complète? Le Mimamoru s'applique-t-il toujours lorsque l'enfant crie au milieu d'un supermarché? C'est là que la pratique évolue vers un rituel de discipline que la plupart des cultures comprennent complètement de travers. Si le Mimamoru est le comment, alors le Shitsuke est le pourquoi. Dans l'éducation parentale occidentale, la discipline est souvent perçue comme une réaction à un mauvais comportement, quelque chose que l'on fait après qu'un enfant a enfreint une règle. Mais au Japon, le Shitsuke est un processus continu de cultivation de soi. Le kanji pour Shitsuke combine littéralement les symboles du corps et du beau. Cela implique que la discipline ne concerne pas le contrôle, mais le raffinement de son caractère et de ses manières, jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que la respiration. C'est la raison secrète pour laquelle les enfants japonais semblent si calmes en public. Ils n'ont pas peur de la punition, ils pratiquent une identité. Lorsqu'un enfant fait une crise dans un supermarché, un parent pratiquant le Mimamoru et le Shitsuke ne le voit pas comme une bataille de volonté, il le voit comme une compétence manquante. Au lieu de la chaise de time-out, qui isole l'enfant et fait souvent grimper son cortisol, les parents japonais utilisent souvent l'anticipation. Ils utilisent des rituels et des rappels constants et doux des attentes sociales avant que l'escalade ne se produise. Si l'enfant crie, le parent reste un point d'ancrage calme,
pratiquant une forme de négligence mise en scène où la crise n'est pas alimentée émotionnellement. Ils attendent le calme après la tempête pour se réengager, enseignant à l'enfant que la régulation émotionnelle est un prérequis pour la connexion sociale. Mais voici la partie où la plupart des gens se trompent. Ce calme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de l'amae, le sentiment sous-jacent de sécurité qui permet à un enfant de croire que son parent le surveille toujours, Mamoru, même lorsqu'il n'aide pas. Parce que l'enfant sait que le parent est une base sécurisante. Il ne ressent pas le besoin d'intensifier son comportement pour attirer l'attention. Ils apprennent à intérioriser le calme du parent, le transformant en leur propre autodiscipline. Mais que se passe-t-il lorsque cette philosophie est retirée de l'ère de jeu et appliquée au développement à long terme d'un être humain? Un enfant élevé avec la lutte productive devient-il réellement plus performant ou simplement plus distant? Mais ce qui ressemble à une simple préférence culturelle fait quelque chose de beaucoup plus profond à la structure même du cerveau adulte. Alors que nous nous dirigeons vers la conclusion, nous devons nous demander: un parent occidental peut-il réellement adopter cela sans perdre sa propre identité culturelle? Ce que nous avons exploré aujourd'hui, l'observation silencieuse du Mimamoru, l'approche non interventionniste des conflits sociaux et la culture interne du Shitsuke, n'est pas seulement un ensemble d'astuces parentales. C'est un changement fondamental dans la façon dont nous percevons l'esprit humain. En Occident, nous traitons souvent les enfants comme des projets fragiles qui doivent être gérés et protégés du monde. Mais la philosophie japonaise suggère que les enfants sont intrinsèquement capables, à condition qu'on leur donne l'espace pour lutter et la sécurité de savoir que quelqu'un veille. En résistant à l'envie de secourir, vous n'êtes pas un parent froid, vous êtes un parent courageux. Vous échangez un moment de confort temporaire contre une vie de résilience. Le but de l'éducation n'est pas de créer un chemin pour l'enfant, mais de créer un enfant capable de naviguer sur n'importe quel chemin. Cette transformation commence petit. La prochaine fois que votre enfant aura du mal avec une fermeture éclair ou un jouet, respirez, restez à proximité et contentez-vous de regarder. Si cette immersion profonde dans la psyché japonaise a changé votre façon de voir ces chutes sur l'aire de jeu, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. Nous décodons la sagesse culturelle la plus efficace du monde pour vous aider à élever des enfants plus calmes et plus indépendants. Quel a été le moment le plus difficile pour vous de simplement regarder en tant que parent? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Apprenons l'art d'attendre ensemble. En commençant à pratiquer l'art du Mimamoru, rappelez-vous que c'est un voyage de patience pour le parent autant qu'un processus d'apprentissage pour l'enfant. Nous vous invitons à partager vos progrès et les défis que vous rencontrez dans les commentaires. Vos expériences aident les autres membres de notre communauté à grandir. Cependant, veuillez garder à l'esprit que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à des fins d'exploration éducative et culturelle. Elles ne remplacent pas les conseils médicaux, psychologiques ou éducatifs professionnels. Donnez toujours la priorité à la sécurité immédiate de votre enfant dans les situations à haut risque, et consultez un spécialiste pour des préoccupations de développement spécifiques.